Ces dernières semaines, l'action de Tesla a propulsé Elon Musk au sommet des fortunes mondiales. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément que ce soit l'homme le plus riche du monde, c'est surtout toutes les choses impossibles qu'il a réussi à accomplir. Entre créer des voitures électriques au début des années 2000, quand c'était quasiment impossible, puis faire bien meilleur que ses concurrents en termes d'endurance et de performance à la fois, les rendre accessibles à tout le monde et en faire plus d'1 million, et simultanément créer des fusées qui envoient des satellites dans l'espace pour 3 fois moins cher que leurs concurrents et arriver à les faire réatterrir verticalement. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est de 1, comment est-ce que Elon Musk arrive à faire tout ça, et de 2, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ces techniques sont aussi controversées. Mais pour vous expliquer tout ça, il faut déjà que je commence par vous raconter un petit peu sa vie. Et honnêtement, je pense qu'on peut faire ça en 5 minutes, top chrono. Elon Musk est né en Afrique du Sud et très jeune, il montre déjà des capacités particulières. Il commence la programmation sur l'ordinateur que lui a acheté son père au tout début de l'informatique. Et à 12 ans, il crée déjà un jeu qu'il arrive à vendre à un journal pour 500 $. Alors à l'époque, en fait, on ne pouvait pas s'envoyer de fichiers. Donc le journal, il avait publié toutes les lignes de code du jeu, et puis fallait la recopier en fait sur notre propre Commodore si on voulait pouvoir y jouer. Son frère Kimball explique que très jeune, il commence à lire de plus en plus, et que rapidement, il peut lire jusqu'à 2 livres par jour. Alors, Elon et son frère Kimball, rapidement, comme ils se rendent compte que il n'y a pas énormément d'opportunités économiques en Afrique du Sud qui leur plaisent, ils émigrent au Canada, puis aux États-Unis, où ils veulent lancer une start-up dans la Silicon Valley. Leur première entreprise, elle va s'appeler Zip2. En fait, c'est un petit peu comme Google Maps aujourd'hui, c'est une sorte de carte sur laquelle on peut s'inscrire en tant que commerce ou en tant que librairie ou en tant que pizzeria par exemple, et on pourra se faire trouver rapidement par tout le monde. Ce que se dit Elon Musk quand il crée ça, c'est qu'en fait, tout le monde devrait avoir le droit de savoir c'est quoi la pizzeria la plus proche de chez moi. Alors au début, il galère énormément. En fait, il loue un petit bureau de 6 mètres par 9 mètres où ils vont dormir par terre sur des matelas. Et il doit faire beaucoup de démarchage dans des commerces pour réussir à faire en sorte que les gens s'inscrivent chez eux. Le truc, c'est qu'à cette époque, c'est pas du tout évident le principe de la publicité sur Internet. Et en fait, la majorité des gens comprennent même pas à quoi ça pourrait servir. Lorsque leur société commence enfin à fonctionner, ils se disent qu'ils arriveront peut-être pas tout seuls à créer une grande multinationale. Alors, puisque la société Compaq, qui est à l'époque une grande société de matériel informatique, leur propose de racheter leur start-up pour 300 millions de dollars, les deux frères acceptent tout de suite. Grâce à cette transaction, Elon Musk va empocher 22 millions de dollars. Et là, on peut tout de suite voir la première particularité de Elon Musk, qui est que à chaque fois qu'il gagne de l'argent grâce à une entreprise, il va tout de suite tout réinvestir dans un projet encore plus fou. Quelques mois après, il décide de créer X.com. Alors, c'est pas un nouveau site porno ultra technologique de la Silicon Valley. En fait, c'est tout simplement la première banque en ligne. Quelques années avant, Elon Musk, il avait fait un stage dans une banque et s'était rendu compte que c'était un système assez sclérosé où tout était lent, où il y avait beaucoup de coûts de transaction. Et donc, il s'est dit que en créant tout simplement une banque où les gens n'ont même pas besoin d'aller au guichet pour pouvoir créer un compte, ils ont juste à se connecter sur Internet, et bien tout pourrait aller beaucoup plus vite et être beaucoup plus simple. Au départ, sa société demande beaucoup d'investissement, donc il dépense une bonne partie de son argent à embaucher des gens qui viennent du secteur bancaire et qui ont de l'expérience pour pouvoir l'aider dans ce projet. Quand ça commence à fonctionner, il rentre en compétition avec l'autre startup américaine qui essaye de faire exactement la même chose, c'est PayPal, cofondé par Peter Thiel. En fait, les deux entreprises ont des bureaux très proches, donc tous les matins, ils se voient limite quand ils vont au travail, alors ils rentrent dans une compétition féroce. Mais rapidement, tout change lorsque Musk et Thiel se disent que s'ils arrivaient à fusionner leurs deux entreprises, ils pourraient créer la plus grande banque en ligne des États-Unis et conquérir tout le marché. Lorsque X.com fusionne avec PayPal, on se rend vite compte que ça va être très dur de faire collaborer Musk et Thiel, parce que tous les deux, ils ont des personnalités très fortes et veulent essayer de tout contrôler. Lorsqu'Elon Musk prend ses premières vacances depuis des années de travail acharné, au moment où il part en avion, Thiel fait une sorte de coup d'état où il rassemble tout le monde, il devient le PDG, parce que la situation était un petit peu ambiguë. Elon Musk, qui revient le plus vite possible en avion, n'arrive pas à rattraper la situation. Elon Musk quitte alors l'entreprise et elle est renommée PayPal. Le truc, c'est que même si Musk quitte l'entreprise, il garde toutes les parts qu'il a dedans. Et quand eBay rachète PayPal pour plus d'1 milliard de dollars, quelques mois après, il empoche à lui seul 100 millions de dollars. Alors là, Elon Musk a plus d'argent qu'il n'en a jamais eu, mais il est un petit peu dans une période de flou. En fait, il aimerait bien faire quelque chose qui a un sens, il aimerait bien inspirer les jeunes générations en faisant quelque chose qui leur montre qu'on peut encore innover et elles peuvent encore rêver. Donc, rapidement, il commence à se rapprocher de la Mars Society, une société de scientifiques qui sont passionnés par la conquête de Mars. Il commence à envisager peut-être un projet pour envoyer des rats dans l'espace. Il se dit que ce serait intéressant, ce serait symbolique. Le problème, c'est que quand il commence à considérer les coûts, il se rend compte que ça coûterait minimum 10 à
à 20 millions de dollars, et qu'en fait, ça servirait pas à grand chose. Par contre, s'il veut carrément envoyer des rats sur Mars, là c'est complètement impossible à faire aujourd'hui, ça coûterait des centaines de millions de dollars parce que on n'a encore jamais envoyé rien de vivant sur Mars. Après une séquence de négociations avec les Russes pour essayer de leur acheter des missiles pour envoyer des rats en orbite, il se rend compte que les négociations sont très dures et surtout ça va forcément lui coûter très cher. Et en faisant un petit tableau Excel, il finit par montrer à ses ingénieurs qu'en fait, il pourrait lui-même construire les fusées. Il lui suffirait d'acheter le matériel, de trouver les personnes qui sont les plus expérimentées dans ce domaine, et ça coûterait presque moins cher que de collaborer avec l'industrie aérospatiale. Et qu'il va falloir complètement... Ah ouais, on n'y est pas du tout. À ce moment-là, il décide de lancer sa troisième entreprise, SpaceX. Contrairement à la plupart des géants de l'aérospatiale qui sous-traitent la production d'énormément de leurs pièces à d'autres entreprises, ce que se dit Elon Musk, c'est que ça coûterait beaucoup moins cher s'il arrivait dans SpaceX à tout produire tout seul. Alors il commence à embaucher le plus d'ingénieurs possible qui viennent de l'industrie aérospatiale. Et là, on se rend compte d'une des particularités d'Elon Musk qui le suivra toute sa vie, c'est qu'il demande des choses impossibles à ses ingénieurs. Typiquement, il leur demande de créer exactement ce que fait la concurrence pour 10 fois moins cher et en 2 fois moins de temps. En mettant tout le temps des deadlines aussi serrées, il sait que souvent elles ne seront pas atteintes, mais que ça lui permettra quand même d'aller beaucoup plus vite que la concurrence. Au bout de quelques années, la situation est vraiment compliquée parce que il y a beaucoup de lancements qui ont échoué. Ils ont réussi à créer leur premier moteur, mais en fait, comme ils n'ont pas réussi à mettre de fusée en orbite, ils savent même pas si tout ça a été rentable. Et je me souviens d'une scène assez marrante dans le livre où en fait tous les ingénieurs sont bloqués depuis des mois et même certains depuis des années sur une île qui s'appelle Omelek en plein milieu du Pacifique sur laquelle ils font les lancements. En fait, la NASA leur a pas laissé utiliser leur poste de lancement classique aux États-Unis et donc ils sont obligés de rester sur un petit atoll où il fait super chaud, où il y a tellement de sel partout qu'ils doivent racler les parois de la fusée pour enlever le sel. Et un moment assez intéressant juste avant ce quatrième lancement où Elon Musk commence à avoir de moins en moins d'argent et où il fait le tour de tous ses amis de la Silicon Valley pour leur demander des financements. Sauf que par chance, ce quatrième lancement finit par réussir. Tous les ingénieurs sont euphoriques parce qu'ils se rendent compte que ce pourquoi ils ont travaillé pendant des années finit enfin par porter ses fruits. Ils décrochent leur premier contrat, non seulement avec des entreprises qui veulent mettre des satellites en orbite pour moins cher que ce que fait la concurrence, mais aussi carrément avec des pays comme la Malaisie. Le truc, c'est que ce que je vous ai pas dit, c'est que pendant qu'il fait tout ça, Elon Musk travaille en parallèle sur un autre projet. En fait, à partir de 2004, il a commencé à s'intéresser à une petite start-up qui s'appelle Tesla, qui a juste été créée un an avant par 2 fans des voitures électriques. Leur objectif, c'est de créer les premières voitures électriques qui aient vraiment une bonne autonomie pour que tout le monde puisse s'en servir. Rapidement, Musk prend un rôle de plus en plus important dans la start-up et se met à lui-même résoudre beaucoup de problèmes d'ingénierie. Il y a un moment dans le livre qui est assez marrant parce que en fait, Elon Musk et ses collègues ont dépensé tout l'argent dans la recherche et développement pour essayer de créer la meilleure voiture possible. Et du coup, ils ont même plus d'argent pour construire des voitures en fait. Donc Elon doit commencer à faire le tour de tous ses amis de la Silicon Valley à qui il a vendu une voiture sans encore l'avoir livrée, en leur disant le prix augmente, il faut que vous me donniez de l'argent si vous voulez voir votre voiture un jour, parce que sinon on pourra même pas la produire. Toujours est-il que l'entreprise finit par prospérer et après leur toute première voiture, le Roadster, ils finissent par faire la Tesla Model S et la Tesla Model 3 qui connaît un énorme succès. Alors aujourd'hui, où est-ce que ça en est tout ça? Eh ben c'est simple, SpaceX est la toute première entreprise privée à avoir envoyé un humain dans l'espace. Et sur les 57 dernières tentatives de faire réatterrir leur fusée verticalement, ils en ont réussi 48. Du côté de Tesla, ils ont récemment vendu leur millionième voiture et ils ont fait des batteries qui ont une meilleure autonomie que tout le reste de ce qui existe dans le marché des voitures électriques, en plus d'avoir les moteurs qui font clairement la compétition aux meilleures voitures thermiques. Aujourd'hui, Tesla est capitalisé à 650 milliards de dollars, ce qui est beaucoup plus que tous ses plus gros concurrents réunis. Mais c'est pas fini parce que ces dernières années, Elon Musk a créé de nombreuses autres entreprises, dont OpenAI qui fait de l'intelligence artificielle grâce au réseau de neurones, The Boring Company avec l'Hyperloop, qui est une sorte de tunnel qui vise à pouvoir se déplacer de ville en ville ultra rapidement grâce à l'aspiration par le vide, et même Neuralink qui cherche à augmenter la bande passante de transmission de données entre notre cerveau et l'informatique. Pour ça, ils sont en train de créer des électrodes qui pourraient nous permettre de directement contrôler des appareils numériques avec notre pensée. Bien sûr, tout en collaborant avec l'entreprise SolarCity créée par son cousin, qui est la plus grande entreprise de panneaux solaires aux États-Unis. C'est sympa de voir la vie d'Elon Musk, mais le plus intéressant, c'est quand même ses méthodes. C'est quand même comment est-ce qu'il arrive à faire tout ce qu'il fait. Le premier truc intéressant, c'est l'esprit de la débrouille. En fait, pour pouvoir faire moins cher et plus rapide que ses concurrents, Elon Musk met tout le temps ses ingénieurs sous pression pour qu'ils trouvent de nouvelles méthodes. Par exemple, plutôt que d'utiliser les radios de la NASA qui sont faites pour l'espace, mais qui coûtent extrêmement cher, Elon Musk se rend compte en fait avec ses ingénieurs qu'ils ont qu'à prendre des radios classiques
et à les adapter, et qu'en fait elles sont très facilement utilisables dans une fusée. Il y a une phrase qui illustre bien ça d'un de ces ingénieurs qui s'appelle Hoffman. En changeant les joints de certains robinets de lavage automobile, on peut les utiliser avec du carburant de fusée. Souvent ils prennent les devants, par exemple quand ils ont besoin de la fibre optique pour faire tourner leur logiciel, mais que leur fournisseur d'accès ne veut pas la leur donner. Ils font une opération spéciale et en pleine nuit, ils se branchent au réseau. Il y a aussi un moment où, sur leur petite île, en plein milieu du Pacifique, il leur manque un condensateur. Donc à la place de faire ce qu'aurait fait la NASA, c'est-à-dire décaler d'au moins 3 semaines le lancement, il y a un ingénieur qui prend le jet d'Elon Musk, qui va jusqu'en Californie, qui chope un condensateur dans un petit magasin, qui revient sur l'île, et moins de 24 heures après, ils lancent leur fusée. La deuxième chose qui fait que Elon Musk n'est pas un PDG comme les autres, c'est qu'il est lui-même ingénieur. En fait, souvent dans les grandes entreprises, le PDG, finalement, il donne des ordres à des ingénieurs, mais il comprend pas précisément toujours ce qu'ils font, parce qu'il n'a pas les qualifications techniques. Ce qui fait que souvent, il va leur demander de faire quelque chose, mais eux, comme ils comprennent plus précisément le domaine, ils vont faire quelque chose de différent. Et cette asymétrie, cette déconnexion, elle crée énormément de problèmes dans les entreprises. Chez Elon Musk, tout ça, ça n'existe pas, parce qu'il résout lui-même les problèmes techniques avec ses ingénieurs. Il y en a même beaucoup qui témoignent dans le livre en disant que c'est la toute première personne qu'ils aient vue à être PDG, mais à lui-même connaître dans les détails les moindres aspects techniques de ses fusées ou de ses voitures. Il y en a qui disent que souvent, Elon Musk leur pose énormément de questions. Et au départ, ils croient que c'est une sorte de test pour voir s'ils ont assez de connaissances. Mais en fait, c'est simplement Elon Musk comme un laser qui essaye de obtenir toutes leurs connaissances, qui essaye de comprendre exactement les choses de la même manière que eux les comprennent. S'il peut faire ça aussi, c'est qu'il a une très bonne intelligence visuelle. En fait, on a tous différents types d'intelligence. Par exemple, moi, je sais que je suis vraiment très bon en verbal. J'arrive souvent à formuler des choses que tout le monde n'arrive pas à formuler facilement. Mais je sais que je suis pas très bon en visuel. Donc là, par exemple, si je ferme les yeux et que j'essaye d'imaginer ce qu'il y a devant moi, je peux à peu près voir la caméra, mais c'est pas très précis. Je peux pas en faire un dessin précis dans ma tête. Par contre, il y a des gens, notamment Elon Musk, qui ont une extrêmement bonne capacité à faire ça. Et depuis qu'il est très jeune, il a cette espèce de logiciel de simulation 3D dans sa tête, où parfois, il se met en pause totalement. D'ailleurs, ça surprenait ses parents. Ils lui ont même fait des tests quand il était jeune, parce que parfois, il s'isolait comme ça, il entendait même plus ce qu'on lui disait. Et quand il fait ça, il imagine dans les moindres détails des mécanismes en 3D. La troisième chose qui distingue Elon Musk de ses concurrents, c'est sa stratégie et son sens des priorités. Ce qu'il a fait avec Tesla, c'est très intéressant. Plutôt que de commencer à vendre des voitures électriques grand public pour lesquelles il y aurait eu énormément de compétition parce que beaucoup d'autres constructeurs font la même chose, il a commencé avec des voitures chères qui pouvaient vendre que à peu de gens mais qui avaient vraiment les moyens. En faisant ça d'une certaine manière, il a évité la compétition parce que s'il voulait faire des grandes chaînes d'assemblage exactement comme les constructeurs automobiles très bien installés depuis longtemps, il n'aurait pas pu être compétitif au niveau des prix. Par contre, une fois qu'il a réussi à amasser de l'argent en vendant quelques voitures à des gens très riches, eh bien, il a cherché à faire des modèles de moins en moins chers comme la Model S puis la Model 3 qui est carrément accessible à la classe moyenne supérieure et à lancer des très grandes chaînes de production. Un autre exemple de son sens des priorités, c'est l'importance qu'il accorde à l'embauche. Elon Musk a très bien compris que, au début, quand on lance une entreprise, on crée surtout un produit parce qu'on veut que le produit soit le meilleur possible. Mais au bout d'un moment, ce qu'on construit surtout, c'est plus vraiment le produit parce que d'autres personnes s'en occupent, mais c'est surtout l'entreprise. Et en fait, l'entreprise elle-même, elle est constituée à 99% des gens qui sont dans l'entreprise. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il fait particulièrement attention à embaucher tout le monde lui-même. La quasi-totalité des 1000 premiers employés de SpaceX sont passés par le bureau d'Elon Musk et il leur a fait lui-même un entretien. Bien sûr, il ne peut pas gérer tout seul tout le recrutement, donc les gens sont d'abord sélectionnés. Mais quand même, aujourd'hui, ça paraît absurde à la majorité des PDG de vouloir faire passer tous les gens qu'ils embauchent dans leur bureau. Sa quatrième particularité, qui à mon avis le rend aussi bon, paradoxalement, c'est ses défauts. Elon Musk est quelqu'un de complètement obsessionnel. Quand on lui dit non, il comprend pas le non. Si quelqu'un ne répond pas au téléphone, il appelle en boucle. Sa femme disait même que Elon Musk lui expliquait qu'il aimerait bien trouver une manière de travailler continuellement sans avoir à manger. Dans son entreprise, Elon Musk est aimé, mais il est surtout craint. Et quand les choses ne vont pas, il est extrêmement strict. Quand quelqu'un ne fait pas bien son travail, il n'hésite pas à le virer. Et d'ailleurs, il est connu pour souvent virer la personne qui fait pas bien son travail, puis lui-même prendre toutes les responsabilités de la personne, régler le problème lui-même, et ensuite trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer. Enfin, il a très peu de temps pour sa famille, ce qui, d'une certaine manière, est un défaut, mais quand on est entrepreneur, il faut pas se mentir, c'est aussi un avantage. C'est notamment ce qui a causé beaucoup de conflits avec ses deux premières femmes. Mais au fond, le plus grand atout de Musk, qui est le 5e de cette liste, c'est qu'il donne du sens à tous ses employés. En fait, quand un jeune ingénieur sort d'une université américaine renommée, il a un choix qui s'offre devant lui. Soit il va dans une vieille entreprise de l'industrie pour avoir une vie normale, ou soit il va dans une entreprise d'Elon Musk comme Tesla et SpaceX et il a l'impression de changer le monde.
Depuis le début, l'objectif assumé de SpaceX, c'est coloniser Mars. C'est pas juste faire une entreprise aérospatiale comme les autres, c'est littéralement seulement coloniser Mars. D'ailleurs, à SpaceX, les ingénieurs sont payés entre 60 et 80 000 $ par an. Ça nous paraît beaucoup, c'est un peu plus que ce qu'on paye en Europe pour les ingénieurs dans l'aérospatiale, mais en fait aux États-Unis, c'est vraiment pas tant que ça. Mais si tous ces jeunes ingénieurs restent à SpaceX et à Tesla, c'est tout simplement parce qu'ils ont l'impression de changer le monde. Et Elon Musk, il le sait très bien, il joue sur ça et il en parle même pendant les conférences. Donc, ces dernières années, Elon Musk est de plus en plus critiqué. Non seulement sur ses technologies, mais surtout sur son ego surdimensionné, sur sa volonté de toujours se mettre en avant. Et d'ailleurs, il l'assume, il le dit, il aime bien présenter les produits que créent ses entreprises lui-même. Mais moi, au fond, je suis un mec simple. Et quand je vois ça, j'applaudis. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo et un nouveau pas vers le surhomme. Allez, ciao!